Dans la suite de ce qui a été dit dans la première vidéo sur la caractérisation, on va s'intéresser maintenant aux différentes dimensions d'un personnage. Je vous invite vraiment à aller au-delà de la surface des choses, c'est-à-dire au-delà des traits physiques de base et de la psychologie de base d'un personnage. Pourquoi? Parce que c'est de cette façon que vous rendrez vos histoires plus riches et donc plus intéressantes. J'en viens aux caractéristiques physiques. Je le disais plus tôt dans la première vidéo, vous n'êtes pas obligé de décrire votre personnage pendant des pages et des pages. En revanche, il faut vraiment le faire quand ça comporte un enjeu en fait pour une scène. Imaginons que vous êtes dans un récit comique. Si il y a quelque chose physiquement qui est drôle chez ce personnage, à ce moment-là, vous pourrez le mettre en scène, le pointer du doigt. Si les caractéristiques physiques du personnage n'ont absolument aucun impact en fait dans une scène ou dans l'histoire en général, c'est vrai qu'on va avoir tendance à moins en parler. Donc c'est à vous de voir dans quel genre vous vous inscrivez et puis surtout à chaque fois l'enjeu de la scène, ce qui se passe réellement. C'est là que vous allez savoir en fait s'il faut en parler ou pas. Ensuite, par rapport à la psychologie de base d'un personnage. Alors là, j'ai vraiment envie de vous inviter à vous pencher sur des livres de psychologie, de psychanalyse, à voir des documentaires qui vont vous apprendre à connaître vraiment l'être humain, à savoir comment un être humain fonctionne sous la surface. Je pense que vous savez déjà en grande partie le faire, hein, sans doute si vous écrivez, ça veut dire que vous avez déjà beaucoup observé vos semblables. Mais je pense qu'il faut aller de plus en plus loin en fait dans la profondeur parce que encore une fois ce sont ces constatations-là, ces observations qui vont vous permettre d'aller beaucoup plus loin. Et je dis ça par rapport à la complexité des épreuves auxquelles un être humain peut être confronté. Une cause n'amène pas forcément une conséquence. Il y a souvent tout un faisceau de causes, par exemple, qui peut pousser quelqu'un à se mettre en colère, à casser une voiture ou à finalement prendre une décision pour sa vie. Donc si vous n'avez pas exploré la multiplicité des causes qui poussent quelqu'un à prendre une décision et à agir, ça va être compliqué de le montrer dans un récit. C'est pour ça que toutes les sources qui vont vous permettre d'aller beaucoup plus loin dans votre compréhension de l'âme humaine, toutes ces sources seront bonnes et valables et je pense vraiment qu'il faut s'en nourrir et les utiliser dans ces récits. Ensuite, vous le savez bien, un personnage n'est pas forcément déterminé que par ses traits physiques et ses traits de caractère. Évidemment, l'éducation qui rentre en jeu, la culture, la nationalité, la religion, le milieu social. Tout ça, ce sont des éléments que je vous invite vraiment à préciser, alors sur une fiche encore une fois, parce qu'au moins vous allez fixer les choses. En fait, ce que je constate, c'est que souvent on brosse les personnages à grands traits, alors qu'on pourrait aller beaucoup plus loin en fait dans la caractérisation. C'est ça que je vous invite à faire, c'est de vraiment réfléchir à tous ces éléments qui ont conditionné votre personnage, puisqu'ils l'ont conditionné. Et puis les distiller si vous avez l'occasion de les distiller dans votre récit, parce que ça va apporter justement de la profondeur. C'est ça en fait qui vous permet de caractériser votre personnage. Alors le tout n'étant pas de tout déverser d'un coup dans le texte. Ce que je voudrais ajouter, c'est que le fait de définir tous ces éléments vont être des moteurs à conflit, vont vous permettre d'imaginer des scènes, puisque par exemple si un personnage vient d'un milieu social très modeste et qu'il se retrouve par exemple à une réception où il n'y a que des gens qui sont très aisés, bah forcément ça va générer des réactions particulières. Ce personnage ne va pas forcément connaître les codes pour se comporter, ça va être un moteur à conflit et puis ça va vous permettre de caractériser donc votre personnage. Donc si vous précisez tous ces éléments au préalable, vous allez avoir des idées d'intrigue en fait, des idées de scènes qui vont vous venir aussi. Toujours sur les dimensions d'un personnage, il faut vraiment aussi vous pencher sur d'autres choses, c'est-à-dire sa façon de parler qui doit être assez unique. Ce qui se passe souvent, c'est qu'on a une galerie de personnages où tout le monde s'exprime exactement de la même façon et en fait c'est la façon de s'exprimer de l'auteur. Ça veut dire que la caractérisation en fait elle a été très peu faite puisque finalement l'auteur plaque sa façon de parler sur tous ses personnages. Si vous avez bien caractérisé un personnage, vous avez trouvé finalement une façon unique de parler. Alors ça peut être vraiment à des détails près, hein, ça peut juste être quelques expressions, ça peut être aussi une façon de parler, c'est-à-dire au niveau du corps, la gestuelle, mais tout ça,
c'est bon d'y réfléchir pour justement singulariser un personnage. Ensuite, vos personnages, ils vont avoir, au-delà de leur trait de caractère, une attitude par rapport à la vie, une attitude par rapport aux autres. C'est bien d'y penser, quels sont vraiment leurs grands objectifs de vie, comment ils voient la vie, vos personnages, au-delà de leur trait de caractère. C'est important de préciser tout ça, ça va vous apprendre en fait à mieux les connaître. Je vous invite ensuite à aller vers davantage de complexité. Alors, on peut écrire des histoires simples, il n'y a pas de problème avec ça, moi j'ai aucun problème. Simplement, ce que je constate aussi, c'est que souvent, les personnages qu'on retient sont les personnages complexes. Donc, si vous voulez aller vers plus de complexité, allez-y. Ça veut dire qu'il va falloir bien connaître vos personnages, donc la psychologie de vos personnages. Allez très loin, penchez-vous vraiment sur leur passé, ce qu'ils ont vécu, leur relation avec leurs parents, avec leurs ascendants de manière générale, leur relation avec leurs frères et sœurs éventuels, comment ils ont vécu l'école, comment ils ont vécu leur premier job, etc. etc. Ça dépend de l'âge évidemment du personnage, mais essayez de détailler au maximum des phases clés de la vie de vos personnages, ça vous apprendra à mieux les connaître. Et c'est cette connaissance qui va vous permettre d'accéder aussi à la complexité. Plus vous aurez réfléchi en fait à tout ce qu'a vécu votre personnage, plus vous pourrez aller aussi dans la complexité. La complexité, elle est aussi liée évidemment au conflit que doivent affronter votre personnage, j'en ai parlé plus haut. C'est vraiment un aspect aussi que je détaille dans une vidéo sur la mini-série Unorthodox, puisque je montre que le personnage principal affronte des conflits de taille, vraiment, entre une volonté de liberté et une forme d'emprisonnement dans les pratiques religieuses qu'elle rejette en partie, mais c'est aussi un conflit entre les traditions et la modernité. Il y a énormément de facettes à ce conflit et ça rend ce personnage extrêmement intéressant. Donc la notion de conflit, encore une fois, si vous arrivez à trouver un conflit multifacette, donc qui peut se décliner à plusieurs niveaux, pas simplement le niveau qu'on voit en premier, le niveau de base. C'est-à-dire que par exemple votre personnage doit se confronter à son boss pour, je sais pas moi, obtenir une augmentation. Ça c'est un conflit de base. Maintenant derrière ça il peut y avoir une volonté d'indépendance derrière par rapport à une situation maritale qui ne convient pas. Donc ça veut dire que là le conflit de base qui est je veux dénicher mon augmentation se double d'un conflit conjugal où une femme par exemple veut prendre son indépendance par rapport à son mari et c'est comme ça en fait qu'on enrichit le conflit de base. Je vous invite vraiment à réfléchir à votre conflit parce que c'est lui qui va vous permettre de dérouler les facettes de votre personnage et de complexifier sa caractérisation. Penchez-vous aussi sur tout ce qui est inconscient, les secrets éventuels de votre personnage, ce qu'on appelle aussi le ghost, c'est-à-dire un événement potentiellement traumatisant pour votre personnage qui va venir le hanter, qui va venir finalement orienter ses réactions. C'est très bien hein, qu'on n'est pas toujours conscient de ce qu'on fait et de nos réactions parce que finalement l'inconscient nous guide et nous dirige pendant une bonne partie de notre vie en dépit de nos efforts pour toujours comprendre pourquoi on a fait ci ou ça. Vos personnages, c'est la même chose. Vos personnages, s'ils ont vécu des choses dans leur enfance, par exemple, vont être très imprégnés par ça. Ça ne veut pas dire qu'il faille le montrer tout de suite. Vous pouvez le montrer dans une scène ou deux ou plusieurs encore par la suite. Mais en tout cas, il faut que vous en soyez conscient parce que, quelque part, ça va vous permettre de mieux penser les réactions de votre personnage. Même si le lecteur ne va pas comprendre tout de suite pourquoi, par exemple, un personnage réagit aussi vivement à une dispute, par exemple, vous saurez que derrière ça, il y a cette blessure d'enfance et que vous montrerez ou pas plus tard. Mais du coup, ça va donner de la profondeur et enrichir votre caractérisation. J'en viens à la question extrêmement importante de la cohérence de la caractérisation. Ce qui est très très important évidemment, c'est de rester cohérent tout du long. Si vous peignez un personnage colérique ou timide ou par exemple misanthrope, je vais prendre ce dernier exemple, le personnage misanthrope, il ne faudrait pas qu'en plein milieu de votre texte, tout à coup, ce personnage se mette à aimer profondément l'humanité. Non, si le personnage est misanthrope, il aura forcément des réactions
liées à sa misanthropie. Si vous voulez qu'au terme de cette trajectoire, votre personnage se rende compte que sa misanthropie finalement l'a privé d'un certain nombre de choses et d'opportunités dans sa vie et de faire des rencontres intéressantes, vous pouvez le montrer et montrer comment cette misanthropie va disparaître au fil du récit, mais il va falloir le montrer au fil de scène et il ne faut surtout pas dès le début montrer ce changement comme si tout à coup il va se mettre à aimer l'humanité tout entière. Ça se fait progressivement. Donc la cohérence, elle est dans le respect finalement de tout ce que vous avez posé au départ. Et si ensuite vous voulez nuancer ce que vous avez posé au départ, vous allez le faire, bien sûr, mais de manière très progressive, justement pour montrer comment le personnage se transforme et change au fil du texte. En tout cas, rester extrêmement cohérent dans toutes les réactions du personnage, c'est vraiment un point extrêmement important. On peut vraiment lâcher un livre à cause de ça, si on constate que le personnage ne réagit pas du tout de façon cohérente, parce qu'en fait ça renvoie au travail de l'écrivain et on se dit que finalement l'écrivain a mal fait son travail. Pour peindre un personnage cohérent tout du long, il faut vraiment arriver à s'en détacher. J'ai parlé de cette distanciation minimale à avoir avec ces personnages. Il faut arriver à s'en détacher parce que sinon la tentation c'est vraiment de plaquer en permanence ses propres réactions sur son personnage. Vous avez une certaine façon de réagir à certains événements. Si votre personnage est différent de vous, il va réagir différemment. C'est ça qu'on veut voir. On veut voir un personnage vivant, un personnage qui va réagir par lui-même, qui ne va pas être finalement votre marionnette. C'est très vite arrivé ça, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que quand on n'a pas suffisamment conçu un personnage, on plaque beaucoup de choses de soi et c'est là qu'on peut être bloqué très rapidement parce que on est en proie à beaucoup de contradictions, on voit bien que ça va toucher des choses très personnelles. Finalement, on n'arrive pas à se détacher de sa propre vie pour écrire. Or, il faut vraiment créer une espèce de zone tampon. Un personnage se forme, devient cohérent, vivant, autonome, si vraiment, au fond, l'auteur renonce à un moment donné à le contrôler. Hein, j'ai déjà dit, mais vraiment la pire des choses, c'est le personnage marionnette. Un personnage a une vie propre. Vous savez, on peut vraiment, comment dire, les visualiser déjà, et puis être un peu hanté par ces personnages. Hein, on dit souvent que les écrivains le sont. Parce que ce sont des êtres vivants en fait. Mais dites-vous bien que ce sont des entités qui ont une existence, voilà, qui doit se détacher de la vôtre. Vous allez voir, ça va faire beaucoup de bien hein, de tout mettre dans un personnage qui se détache de vous. Ça va vous permettre d'exprimer énormément de choses via ce véhicule et renoncer voilà, à tout contrôler. On ne peut pas tout contrôler quand on est un écrivain. Il ne faut pas être contrôle fric. Parce que vous allez tuer vos personnages en fait si vous faites ça. Il faut vraiment les laisser s'exprimer, laisser leur voix ressortir. Et ça va se produire pendant que vous allez écrire. Vous allez le sentir à un moment donné. Vous allez sentir que vous allez écrire des choses que vous n'aviez pas du tout prévu d'écrire par exemple, dans un dialogue par exemple. Et là, vous allez comprendre que tout à coup, votre personnage s'est exprimé sans prévenir. Mais c'est bien lui ou elle, hein. Alors bien sûr ça vient de vous, mais quelque part il y a une voix en vous qui s'est exprimée à ce moment-là et que vous avez renoncé à contrôler. Donc si vous sentez que ça vous arrive, c'est très très bon signe, hein. Continuez dans cette voie et vous allez voir, vous allez réussir à peindre votre personnage jusqu'au bout. J'en viens à la question du développement des personnages. Un personnage se développe. J'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte, mais c'est extrêmement important de faire se développer un personnage. Alors, ça veut dire quoi faire se développer? Votre personnage est dans un certain état au début de votre histoire, et puis à la fin de l'histoire, il a atteint un autre état. Alors ça peut être quelque chose d'assez simple. On va planter par exemple un personnage très égoïste au début, et puis à la fin de l'histoire, le personnage va devenir altruiste. Voilà. Alors on imagine bien que pour passer de l'un à l'autre, il va falloir qu'il se passe un certain nombre de choses qui vont montrer l'évolution progressive donc, du personnage. Ça veut dire un certain nombre de scènes qui vont montrer cette évolution. La caractérisation, il faut bien vous dire qu'elle nécessite un nombre conséquent de scènes. Plus vous allez avoir des scènes, plus vous allez avoir l'occasion de montrer en fait l'évolution d'un personnage, de le caractériser. C'est pour ça que je trouve que c'est très difficile finalement de caractériser des personnages
dans un film d'aller très loin. Et c'est pour ça que tous les films réussis de 1h30, 2 heures, ça démontre vraiment une grande maîtrise de la caractérisation parce que on a beaucoup moins de temps en fait de développer ces personnages. Alors que dans une série, en revanche, quand on a 5 ou 6 saisons pour développer un personnage, vous voyez bien qu'on a beaucoup plus le temps de le faire. Le développement d'un personnage, la transformation d'un personnage, elle se fait au fil des scènes. La pire des choses, c'est de penser qu'en une scène, on va montrer une transformation. Ça ne peut pas se faire en une scène, c'est impossible. C'est là que je vous invite à réfléchir du coup à la trajectoire des personnages. La trajectoire, c'est ça qui va vous permettre de structurer votre histoire. La trajectoire, c'est toutes les étapes par lesquelles votre personnage va passer pour passer d'un état A à un état B. Donc je le disais tout à l'heure, l'égoïste qui va devenir altruiste, il va vivre toute une série d'événements qui vont lui faire comprendre que son égoïsme lui porte préjudice aux autres, et puis qu'il aurait tout intérêt finalement à l'être moins dans sa vie et qu'il en tirera autant de bénéfices, si ce n'est plus. Mais ça se montre donc au fil de la trajectoire. Je vous invite à vous pencher sur la structure en 3 actes ou la structure telle qu'elle est proposée par John Truby, parce qu'en fait, ce sont ces structurations-là qui vont vous permettre de développer au fil du récit une trajectoire, alors qui va se terminer bien, on parle de trajectoire positive, ou une trajectoire négative quand elle se termine mal pour le personnage, ou alors une trajectoire statique. Ça, c'est vraiment les trajectoires où le personnage principal ne bouge pas fondamentalement, mais en revanche, autour de lui, les autres personnages bougent. Parce qu'il faut bien qu'il y ait quelque chose qui bouge dans une histoire. Donc je vous renvoie au film Hors Norme, par exemple, où le personnage incarné par Vincent Cassel, fondamentalement, ne change pas. Ce sont les autres autour qui changent. J'ai parlé donc de la question de la transformation des personnages dans une autre vidéo. Il faut vraiment qu'il y ait une transformation. Moi, je pense vraiment que le storytelling, la narration, ça vise à nous montrer des transformations, comment un être humain peut changer. Je crois vraiment que c'est une attente des lecteurs et des spectateurs. Il vous incombe donc de réfléchir à la nature de la transformation. Faites simple, hein, d'un état A à un état B. C'est très compliqué, hein. Je reprends mon exemple de tout à l'heure, mais de montrer comment quelqu'un d'égoïste devient altruiste, c'est compliqué. Ça peut paraître simple à dire, mais si ça vous arrivez à très bien le faire, en imaginant des situations qui vont faire évoluer votre personnage, ça suffit largement, vous avez une histoire. Ne cherchez pas, pour commencer en tout cas, si vous êtes un peu débutant dans l'écriture, ne cherchez pas à montrer des transformations trop complexes. Déjà, un changement de caractère de ce type-là, ça peut suffire, et puis on va avoir une histoire intéressante potentiellement, parce que c'est intéressant de voir comment on peut changer un peu de caractère, même si au fond, moi je reste convaincue qu'un être humain ne peut pas changer fondamentalement. Mais par contre, on peut quand même s'affiner au fil de l'existence, etc. Bon, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, dites-le moi dans les commentaires, hein, ça peut être l'objet d'un débat. Je pense que ça peut être aussi très intéressant. En tout cas, ce qui est important de montrer, c'est justement cette évolution donc distillée au fil des scènes, les réactions de vos personnages distillées au fil des scènes. C'est comme ça qu'on développe une caractérisation, qu'on développe aussi une intrigue. N'oubliez pas que les personnages se développent en fonction des situations qu'ils traversent, en fonction des personnages qu'ils rencontrent, en fonction de tout ce qu'ils vivent. C'est pour ça que le choix des scènes, le choix des situations, le choix des personnages secondaires est très important. Je l'ai dit dans la vidéo sur Unorthodox. Les personnages secondaires révèlent des facettes de votre personnage principal, hein, parce qu'ils affrontent le même conflit que lui, mais ils réagissent autrement. C'est pour ça que le choix des personnages secondaires est aussi très important. Ils doivent en fait servir la trajectoire du personnage principal, jouer un rôle dans cette trajectoire et dans l'évolution, dans la transformation du personnage principal. Voilà pour ces vidéos sur la caractérisation. Ne négligez surtout pas cet aspect de l'art de la narration. On est vraiment au cœur du travail d'écriture quand on cherche à caractériser des personnages, à les développer. On est au cœur de la structuration aussi de son récit. Donc, encore une fois, je vous invite à faire des fiches. Je vous invite à réfléchir sérieusement à la psychologie de vos personnages, à vous documenter le plus possible, à observer les gens qui vous entourent. Ce sont, je pense, la meilleure source de compréhension de l'être humain,
à part les livres bien sûr, mais rien ne vaut une observation. Écoutez les gens quand vous êtes assis dans un café, voyez comment les gens réagissent à certaines situations. C'est toujours très instructif. Pour terminer, je vous dirais aussi qu'il faut aimer ces personnages. Il faut avoir de l'empathie pour ces personnages. C'est l'empathie qui va vous permettre de peindre des personnages attachants, des personnages que vous allez donner à voir, mettre en scène sans jugement, de manière à laisser le spectateur ou le lecteur se faire sa propre idée sur vos personnages. Et finalement, c'est, je pense, une des meilleures façons de marquer les gens, c'est de leur donner à voir des comportements humains en les laissant libres de se faire leur propre opinion sur les êtres que vous mettez en scène. J'imagine que vous avez vous aussi des personnages qui vous ont marqué. N'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Moi, ça m'intéresse toujours de savoir voilà, quels personnages ont laissé une empreinte chez les gens. Vous l'aurez peut-être compris, je suis une grande fan de Balzac, donc c'est vrai que par exemple un personnage comme le Père Goriot m'a profondément marqué. Après, il y a les personnages de Victor Hugo, Jean Valjean, cette trajectoire de l'ombre à la lumière aussi, hein, qui m'a complètement bouleversée. Dorian Gray, je dois dire, est un livre aussi qui m'a beaucoup marqué. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres personnages aussi, mais là, j'y pense pas forcément. En tout cas, on peut en discuter dans les commentaires si ça vous tente. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Écrivez bien.